少女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Dans l'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford, on entend cette phrase mythique « Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende ». Cette sentence qui colle si bien aux médias et au paysage de l'information en ligne, du divertissement à un faux spectacle, au soi-disant true crime des internets, plus crime que true dans sa forme la plus populaire. Cette phrase donc pourrait à elle seule illustrer l'affaire dont je vais vous parler, et dont on ne connaît souvent que la partie fantasmée et idéalisée par la culture populaire et pas les faits. Il est vrai beaucoup moins excitant que le récit qu'il en fut fait. Je ne suis pas meilleur qu'un autre et j'y croyais, moi aussi, à la meurtrière la plus mignonne de l'histoire du pays, telle que le vlogueur Kiyohide l'avait qualifiée en 2008, comme je connaissais l'image de cette petite adolescente aux cheveux coupés au carré, l'air sombre et portant un sweatshirt bleu foncé, floqué de jaune, et portant cette inscription Nevada. Bien sûr, je croyais connaître l'histoire de Nevada-Tian, ou Nevada-Tan, comme elle fut appelée plus tard, pour accentuer le côté mignon, cette petite fille torturée, mais sûre d'elle, qui avait assassiné son ami de sang-froid et réapparu en cours, vêtue de son mythique pull taché de sang. Alors bien sûr, la réalité du meurtre et celle des problèmes psychologiques de cette héroïne tragique aussi, mais vous l'allez voir, la véritable histoire diffère quelque peu de celle qui fut imprimée des centaines de fois, mais après tout, cela confirme juste la maxime du journaliste fictif Dutton Peabody. Je suis sûr que de beaux esprits vifs et éclairés comme les vôtres ont dû se faire la réflexion 1000 fois en entendant cette histoire. Tiens, on porte des sweatshirts américains dans les écoles de campagne au Japon ? On ne vous la fait pas. Alors oui, je laissais traîner cette histoire usée jusqu'à la corde et répétée ad nauseam pour une raison fort simple, et que vous aurez deviné si vous me connaissez bien. La vérité, celle qui émane des proches d'une affaire, voire du meurtrier en personne, et pas celle écrite sur les palimpsestes de la légende. Alors, aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de Tsuji Natsumi, que le monde entier connaît à tort sous le nom de Nevada-Tian, et de son crime aussi sanglant qu'atroce. Tsuji Natsumi est né le 16 juillet 1993 à Okubo, dans la banlieue sud de Sasebo, une ville du sud de Kyushu. Petite dernière d'une sororité de 2 filles, elle vécut dès sa naissance dans la maison familiale avec sa grand-mère paternelle et ses parents sur les flancs de la montagne Mihari. Petite fille calme, sérieuse et appliquée en tout, elle sera très proche de son papa qui, suite à un AVC arrivé lorsque Natsumi avait 2 ans, dut réapprendre tous les gestes de la vie et changer d'orientation professionnelle. Suite à l'affaire, des journalistes, dont Kusanagi Atsuko, ont écrit que le père avait été violent, voire incestueux avec sa fille, ce qui a été vigoureusement nié par l'intéressée elle-même et par l'ensemble de la famille. Bien au contraire, la petite fille se rapprochera de lui quand il reprendra un travail d'agent d'assurance et lui écrira des petits mots d'encouragement chaque matin lorsqu'il partira au travail.
Lectrice acharnée dès son plus jeune âge, élève assidue et sérieuse, Natsumi deviendra vite la première de sa classe et la petite protégée des professeurs qu'elle proposait même d'aider pendant les récréations, ne goûtant que peu les jeux de cours avec ses petites camarades. Madame Kotohira, son institutrice de 3e année, dira d'elle qu'elle ne supportait pas de ne pas savoir quelque chose et pouvait passer des jours le nez dans les livres pour apprendre par cœur un sujet en particulier qui pourrait lui faire défaut dans sa scolarité. Autre particularité rapportée par son enseignante, la terreur d'avoir tort. À plusieurs reprises, elle s'était retrouvée dans des situations délicates où des élèves plus âgés étaient venus lui poser des questions sur des sujets qu'elle n'avait pas encore étudiés et répondant à côté, elle avait été prise d'une crise de rage épouvantable frappant les filles des poings et des pieds. Ce comportement venant d'une élève modèle et plus que discrète avait alerté la direction de l'école de Okubo qui, en apprenant la situation familiale compliquée, avait mis ça sur le compte des problèmes de son papa. L'année de ses 9 ans, elle connaîtra à nouveau un épisode de violence suite à une mauvaise blague d'une camarade à propos de son père handicapé par son AVC que Natsumi sanctionnera par une salve de coups de pied dans les tibias et les fesses de la fille. Le reste du temps, elle restait perdue dans ses livres, ses rêveries et son univers que nul ne pouvait percer, préférant passer du temps à parler avec son père plutôt que de jouer avec des filles de son âge. De ce temps passé à encourager son père dans ses efforts et l'aider à se remettre sur pied, il dira plus tard dans une interview pour le journal Mainichi Shimbun « Quand je suis tombé malade, c'est elle qui m'a donné le courage nécessaire. Je pense que c'est grâce à ma fille si j'ai pu trouver la force de me battre. C'est la meilleure des filles et une enfant formidable. » En 4e année de primaire, l'équivalent français du CM1, elle obtiendra 100 sur 100 à toutes ses compositions et intriguera les professeurs, parfois même inquiétés par son sérieux et son manque d'intérêt pour le jeu et les distractions ordinaires chez les enfants de son âge. Lors d'un exercice de rédaction avec pour thème « Que ferez-vous dans 10 ans ?», elle écrira cela. Dans 10 ans, j'aurai 20 ans et je devrais passer ma cérémonie de Seijin Shiki. Quand j'y pense, j'aimerais bien porter un joli kimono, mais lorsque je me renseigne sur cette journée et lis des témoignages, ça semble long et très inconfortable pour beaucoup de filles. Si je le fais, rien n'est encore sûr, je voudrais pouvoir m'habiller comme je veux, quoi qu'il en soit. En tant qu'adulte, dans 10 ans, en tant que femme, je veux m'assurer de faire ce que je veux et de n'avoir aucune contrainte. C'est cette même année qu'elle rejoindra le club informatique de son école, un peu forcée par sa professeure, mais enthousiaste à l'idée de découvrir un nouveau monde. Elle y sympathisera avec quelques filles, dont Mitarai Satomi, une fille âgée d'1 an de plus qu'elle et considérée, malgré son amour pour l'informatique et les jeux vidéo, comme une fille populaire. À la grande surprise de tous, elle copinera avec les filles du club et se prendra de passion pour les réseaux sociaux, les jeux vidéo et invitera ses camarades chez elle à maintes reprises pour jouer à des jeux comme Pokémon ou Super Smash Bros. Sous l'œil ravi de son père, heureux de voir qu'elle socialisait enfin. Pour l'encourager dans son intérêt pour l'informatique et les réseaux, Natsumi recevra un ordinateur personnel qu'elle pourra utiliser dans sa chambre et sans le contrôle parental, et très vite, elle se jettera à corps perdu dans les forums de discussion autour de ses passions, mais aussi dans la découverte d'autres univers qu'elle avait survolés jusqu'ici. À l'école, elle pratiquait le basketball dans le cadre des obligations sportives et y côtoyait certaines filles de son club informatique, dont Satomi, ce qui resserrait les liens d'amitié, mais pouvait aussi créer quelques tensions relatives aux performances des unes et des autres, mais aussi des émois adolescentes qui commençaient à faire s'intéresser aux garçons certaines filles de la noble assemblée. Lors des entraînements de basket et des longues discussions qui s'en suivaient,
des garçons du collège voisin venaient discuter et tenter leur chance avec les filles de dernière année et certaines connaissaient plus de succès que d'autres. C'était le cas de Natsumi et de son ami Satomi que les garçons populaires du collège voisin appréciaient plus que les autres. De discussions en jalousie naissante, les filles des deux clubs commencèrent alors à poster leur jalousie sur les forums communs aux petits groupes. De son côté, Natsumi, qui n'avait pas rompu avec ses aspirations à la solitude et à la curiosité, se prenait de passion pour la lecture et délaissait peu à peu ses mangas favoris, dont Détective Conan, qu'elle avait lu en intégralité, pour des romans d'un genre particulier. Elle découvrit ce style littéraire plutôt violent avec le roman de Takamiko Oshun, Battle Royale, dont elle tomba amoureuse et lut régulièrement au point de développer une admiration, puis une fascination pour le personnage féminin de Nakagawa Noriko, à qui elle commença à s'identifier au point d'entamer une réécriture du roman dans lequel Noriko serait l'héroïne principale et prendrait les traits d'une fille qui, elle, existait vraiment, une certaine Tsuji Natsumi. Dans sa chambre, décorée de façon sommaire, une armoire en bois, un bureau et un sac d'école réglementaire accrochés à un anneau posés le long de son bureau, elle dévorait les livres de Suzuki Izumi dont elle aimait la vie extrême et chaotique et la mort violente, ceux de Ryo Murakami dont les héroïnes nihilistes et le monde sale et pervers qui l'y dépeint la projetaient dans ses propres désirs morbides. Car oui, semaine après semaine, Natsumi changeait. Bien qu'elle ne fût jamais une petite fille enjouée et positive, elle commençait à se couper de réalité de son existence d'écolière en voie de rentrer au collège et plonger dans un univers de mort, de violence et de négativité revendiquée à travers ses lectures et les films qu'elle découvrait, dont Ju-On de Shimizu Takashi, qu'elle avait acheté sur la plateforme Amazon avec l'aval de son père et qu'elle regardait en boucle dès qu'elle se retrouvait dans sa chambre. Elle écrira dans ses cahiers qu'elle adorait le personnage de Saeki Kayako, à qui elle pouvait aussi s'identifier et regretter que les Onryo, ces fantômes du folklore japonais capables de tuer des vivants de façon violente dans notre monde, n'existent pas. La seule décoration un peu de son âge dans sa chambre était une poupée Hello Kitty offerte par sa grand-mère lorsqu'elle avait 3 ans et qui trônait sur son lit, qu'elle avait relookée façon Kayako sans que ses parents ne s'en émeuvent. Seule exception à son attrait pour les fictions morbides et violentes, l'amour immodéré qu'elle portait au film d'animation Mimi Osumaseba des studios Ghibli, qu'elle verra un nombre incalculable de fois. Le personnage féminin de ce petit chef-d'œuvre que j'adore moi aussi, Tsukishima Shizuku, décide de devenir écrivain pour donner un sens à son existence après le départ du garçon qu'elle aime pour un voyage d'études. C'est ce qui donnera à Natsumi l'envie d'écrire et c'est ce qu'elle fera en commençant par la réécriture à sa sauce de Battle Royale, où c'est elle qui devenait l'héroïne vengeresse qui éliminait au couteau toutes ses camarades de classe une par une avant de partir avec le beau garçon survivant. Elle y décrivait en détail la façon dont elle tranchait la gorge des autres filles avec couteau, kama, une petite faucille de jardinage, et cutters. Comme beaucoup d'autres élèves de son école, Natsumi avait un compte très actif sur le réseau social Cafesta, discutant avec ses amis, ses professeurs et des inconnus qui partageaient ses passions au sein de plusieurs groupes dédiés. C'est justement sur le groupe du club de basket que les choses commencèrent à s'envenimer avec sa meilleure amie Satomi. Les rivalités entretenues par certaines filles du club de sport concernant les garçons du collège qui venaient voir les joueuses commencèrent à prendre de l'ampleur et très vite, des rumeurs inventées de toutes pièces arrivèrent sur le devant des conversations. Elle parlait de rapports intimes consentis par Natsumi à plusieurs garçons du collège et de sa facilité à les suivre dans les toilettes. Bien entendu, l'intéressé eut vent très rapidement de ces faits et se défendit via des posts d'abord défensifs, puis de plus en plus incisifs à l'égard des filles du club.
Très vite, le harcèlement virtuel se fit bien réel, et l'on commença à la montrer du doigt comme la fille facile de l'école, accusation basée sur rien et totalement injustifiable. Dans les faits, Natsumi n'avait cure des garçons et des choses de l'amour et voyait même d'un œil plutôt agacé les minauderies de ses camarades en présence des lourdeaux du collège voisin. L'entraîneuse du club de basket eut vent de ces conflits et de l'ambiance qui se dégradait au sein de son club et de façon tout à fait injuste et arbitraire écarta Natsumi de la structure. Le prétexte vaguement invoqué étant de lui permettre de réviser pour son passage dans un collège d'excellence. Bonne joueuse et assez impliquée dans ce sport, la jeune fille reçut cette nouvelle comme une injustice flagrante et commença à voir ses anciennes camarades comme des rivales, voire comme des ennemis. Cette exclusion fera qu'elle se renfermera encore plus et se plongera définitivement dans son univers. Dans sa chambre, sur son ordinateur, elle partit à la recherche de nouveaux livres et textes de ceux qu'elle aimait et qui alimenteraient aussi son désir de revanche et de vengeance. Elle réécrit sa version très personnelle de Battle Royale une fois de plus, dans laquelle elle introduisit de nouvelles séances d'exécution en personnifiant une fois de plus les victimes et en y apportant une dose de violence supplémentaire. Elle en parlera d'ailleurs sur l'un des forums de Cafesta, racontant son amour pour l'écriture et son désir d'en faire son métier, recueillant l'approbation et les encouragements de beaucoup de ses camarades, mais aussi quelques commentaires insultants, dont un de son ami Satomi qui ouvrit même une nouvelle discussion où elle parlait de l'embonpoint supposé de Natsumi depuis qu'elle avait arrêté le basket et de ses coucheries supposées, elles aussi, avec des garçons. Prenant ses attaques directement, elle remania encore son adaptation de Battle Royale et fit du personnage de Satomi une victime dont la mort devenait la plus spectaculaire. Le 4 janvier 2004, elle décida de publier le PDF de son texte sur une page dédiée via le serveur Cafesta. Elle reçut des compliments de certains pour la qualité de son écriture, certaines réflexions sur la violence du texte de nature purement stylistique, mais personne ne s'émut de cette promesse planifiée de faire rendre gorge à ceux qui la harcelaient en ligne depuis des semaines. Satomi prit, c'est bien normal, ses attaques contre elle de plein fouet et augmenta la cadence de ses posts hostiles envers celle qui fut son amie, et les deux s'évitèrent scrupuleusement dans les couloirs et la cour de l'école. Natsumi, elle, s'enfermait encore plus profondément dans son monde et devint même encore plus irritable, sautant à la figure de celle qui lui faisait une réflexion. La maîtresse de dernière année rapporta 11 incidents violents entre janvier et mai 2004, dans lesquels Natsumi agressa physiquement des camarades de classe. Douée en informatique et initiée par une amie virtuelle aux techniques de piratage, elle se lança même dans l'attaque des comptes de ses détractrices, Satomi en tête. Pour ses parents, elle révisait et se consacrait à la passion qu'elle avait pour l'écriture. De toute façon, c'est ce qu'elle disait à son père, le seul humain avec qui elle communiquait vraiment, et ce dernier n'aurait jamais douté de la parole de sa fille adorée. Sur Internet, elle découvrit aussi un film qui la passionna et dont elle regarda tous les extraits possibles et disponibles gratuitement avant de commander le film sur Amazon, Audition de Miike Takashi. Elle se plongera dans cet univers très particulier et fascinant sous bien des aspects et continuera à attaquer les pages de ses camarades de classe, effaçant leur contenu ou y mettant des images de ce film ou de son autre chouchou, Battle Royale. Satomi en parlera à la directrice qui essaiera de régler le problème en interne sans faire de vagues et convoquera Natsumi pour en parler avec elle. Il en résultera un accès de colère et de violence de la jeune fille face au monologue de la directrice, incident qui sera consigné dans le livre de suivi scolaire et pédagogique. Fin mai 2004, Satomi demanda à la responsable du club informatique de faire retirer la fiction écrite par celle qui était devenue sa presque ennemie jurée et d'envisager son renvoi du dit club sans mentionner bien sûr les origines du conflit, même s'il ne justifiait rien.
Natsumi fut convoqué par l'enseignante qui lui signifia la possibilité de son renvoi du club suite aux incidents à répétition qui ternissaient l'image de l'établissement. Dans les jours qui suivirent, Satomi envoya quelques pics à Natsumi, l'imitant même en prenant des poses humiliantes et insinuant qu'elle souffrait d'un handicap mental. Le 31 mai 2004, au soir, la jeune fille humiliée s'enferma dans sa chambre et se mit dans une colère noire, frappant les meubles de sa chambre avec sa corbeille à papier et découpant sa poupée Hello Kitty avec son cutter. Ensuite, elle visionna à nouveau son film préféré et prit un bain en ruminant le plan de vengeance qui germait dans son esprit depuis quelques jours. Le 1er juin au matin, vers 10h, Satomi fit passer un mot à Natsumi via une amie commune qui servait souvent de commissionnaire entre les deux anciennes amies. Dans cette note, elle lui demandait de quitter le club informatique, de lui ficher la paix et de lui rendre ses codes d'accès à ces différentes pages où elle rapporterait d'autres faits, réels ou supposés, à la professeure responsable. La matinée se passa et l'heure du déjeuner, 12h15, sonna. Toutes les filles sortirent de la classe et Natsumi se posta à la sortie, interpellant Satomi discrètement. Elle lui dit à l'oreille qu'elle avait quelque chose à lui dire de très important. Une camarade de classe les vit discuter et entendit que Natsumi reprochait son impertinence et son inconscience à son ex-ami. Afin de discuter plus à leur aise, la jeune fille proposa à sa rivale d'aller parler dans une salle de travaux manuels située à une 50aine de mètres au fond du couloir et un peu isolée du reste de l'école. Comme tout le monde était affairé à récupérer sa boîte repas et à retourner dans la salle pour déjeuner, personne ne fit attention à la disparition des deux filles. Natsumi fit asseoir sa camarade sur une chaise et partit fermer les rideaux qui donnaient d'un côté sur la cour et de l'autre sur un couloir. Puis elle attrapa son cutter dans sa poche et sortit la lame à moitié. Elle passa derrière Satomi et lui plaqua la main gauche sur le visage en le tirant vers l'arrière et de sa main droite lui fit une profonde entaille sur la gorge avec sa lame. Le sang jaillit et inonda les vêtements de la victime qui essaya de se défaire de l'étreinte de son agresseur, mais Natsumi la frappa violemment de plusieurs coups de pied et taillada ses mains qu'elle avait mis en avant dans un réflexe défensif. La malheureuse tomba au sol et Natsumi, se plaçant sur elle, la taillada à nouveau au niveau de la carotide, faisant une entaille de 10 cm de long sur 9 de profondeur, s'acharnant sur la gorge de celle dont la vie quittait le corps. Elle la maintint au sol avec son genou tout en la regardant mourir. Le sang qui giclait de sa gorge ouverte avait inondé le sol et les vêtements des deux filles. Natsumi resta comme ça un bon quart d'heure avant de se relever et d'aller chercher une boîte de mouchoirs sur le bureau. Elle s'essuya les mains sans lâcher son cutter et sortit de la pièce, marchant calmement dans le couloir. Plus loin, on entendit le professeur lancer un enjoué « Itadakimasu » à la cantonade tandis que les filles entamaient leur déjeuner. Il était environ 12h35. Les pas de Natsumi la conduisirent jusqu'à l'embrasure de la porte où elle apparut, le regard vide. Les vêtements alourdis par le sang imprégné et un cutter à la lame sortie et ensanglanté à la main. Doucement, elle marcha vers l'estrade où le professeur, les baguettes à la main, prêt à attaquer son déjeuner, la regarda, mâchoire pendante. Le silence se fit encore plus pesant et l'enseignant se leva doucement, une main en avant jusqu'à arriver au niveau de la jeune fille devenue meurtrière. Il attrapa doucement la main droite de l'écolière et prit le cutter sans la brusquer. Croyant qu'elle venait de se blesser gravement avec cet outil, il inspecta les mains, les bras et les parties visibles du corps de Natsumi, y cherchant des coupures ou des plaies, mais en vain. Il bafouilla et interrogea la jeune fille du regard. Elle lui répondit par un sourire froid et un « Ce n'est pas mon sang, monsieur », tout en pointant la salle de travaux manuels du doigt. Ne comprenant qu'à moitié ce qui se passait, le prof marcha vers la salle en question, suivant les traces de sang comme un jeu de piste morbide. En entrant,
Il vit le corps sans vie de Satomi au milieu d'une mare de sang et hurla « Ambulance, appelez une ambulance !» Ce faisant, il attrapa un linge propre sur une pile de matériel destiné à la couture et le pressa sur la plaie ouverte, tentant d'arrêter l'hémorragie. Satomi n'était pas encore morte et des gargouillis faibles sortaient de sa gorge tranchée pendant que des soubresauts parcouraient son corps. En entendant les cris, un autre enseignant qui prenait son déjeuner dans sa classe avec ses élèves arriva bien vite et courut donner l'alerte à la direction. Il en informa le directeur adjoint qui ne sembla pas comprendre grand-chose à la situation et descendit se rendre compte par lui-même plutôt que d'appeler une ambulance ou la police. Chemin faisant, il croisa Natsumi qui regardait toute cette agitation d'un air froid. En entrant dans la salle du crime, le directeur adjoint remarqua un morceau de lame de cutter cassé et ensanglanté au sol et s'approcha de la petite victime. Elle respirait faiblement dans des râles engorgés de sang et de petites projections émanant de son cou maculaient les manches de chemise du professeur qui tentait d'endiguer ce flot fatal. Comprenant l'urgence de la situation, le directeur adjoint appela le 119, le numéro d'urgence, à 12h43. Sous le choc, l'homme ne parvint pas à expliquer la situation clairement à la régulation et le poste de pompier en charge de recevoir a juste envoyé une ambulance sur place depuis le point le plus proche de l'école situé à 4 km. Un professeur prit l'initiative d'appeler le père de Satomi pour lui dire que sa fille avait eu un accident et ce dernier, sans voiture, prit immédiatement un taxi pour se rendre sur place. Ne voyant rien venir et voyant que la victime ne respirait presque plus, le sous-directeur rappela les urgences pour savoir où en était l'envoi de l'ambulance, tandis que l'équipe pédagogique qui avait interrompu son déjeuner venait fermer les portes et tirer tous les rideaux pour cacher la scène des yeux des enfants. Il était 12h50. Le véhicule de secours finit par arriver 1 minute plus tard et les ambulances prirent en charge la jeune victime, la déclarant vite intransportable tandis qu'ils appelaient la police de Sasebo, constatant la nature criminelle des blessures. 3 minutes plus tard, elle fut déclarée morte par le médecin arrivé sur place et à 12h59, le père de Satomi qui venait d'arriver fut arrêté à l'entrée par le directeur adjoint qui lui apprit la terrible nouvelle. Pendant ce temps, la jeune meurtrière marchait dans le couloir, le regard baissé et son uniforme bleu marine et blanc maculé de sang. Lorsqu'une professeure qu'elle aimait bien passa, elle l'attrapa par la manche et lui dit en sanglotant « Vous devriez appeler une ambulance, je crois que Satomi va mourir à cause de moi. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ?» L'enseignante la prit par l'épaule et l'emmena à l'infirmerie pour la laver et la changer afin que les autres élèves ne la voient pas dans cet état. Elle lui trouva des vêtements à sa taille et lui fit prendre une douche pendant que le médecin légiste et la police procédaient à la levée du corps de la victime et installaient les bandes de protection de la scène de crime. Il sera par la suite reproché à cette enseignante d'avoir lavé et changé la meurtrière au risque de compromettre des preuves éventuelles présentes sur elle. La police de Sasebo, assistée d'une travailleuse sociale détachée à l'enfance, vint interroger Natsumi dans le bureau de l'infirmière pendant une demi-heure et un officier de la criminelle, une femme, la questionna sur ses motivations. Froidement et de façon scolaire, elle répondit « Je l'ai égorgée avec un cutter, finalement. J'avais prévu de la tuer samedi dernier avec un couteau, mais je n'ai pas pu venir au club, et puis lundi... J'aurais eu une chance de l'éliminer aussi, mais c'était risqué, alors je l'ai fait aujourd'hui, comme ça tout le monde était au courant. Je ne savais pas si je devais la tuer avec un poinçon de tricot ou l'étrangler. Finalement, j'ai vu une scène d'égorgement plutôt chouette au cutter dans un animé de TBS hier soir, alors j'ai décidé de faire pareil. J'ai juste attendu qu'elle soit morte et je suis rentré dans ma classe. Voilà. À 14h, la police et des psychologues arrivés de Sasebo commencèrent à interroger les élèves de la classe des 2 filles et ceux des classes voisines, un quart d'heure chacune, pas plus, comme le prévoit la loi. Puis à 16h, toutes les élèves, à l'exception de celles du cercle proche de la meurtrière et de la victime, quittèrent l'école. À 18h, les entretiens étaient terminés et les parents furent autorisés à venir chercher leur fille.
Natsumi, elle, fut conduite au commissariat de Sasebo sous la surveillance d'une officier de la brigade des mineurs de Fukuoka arrivée spécialement pour l'occasion et d'une pédopsychiatre. Elle fut installée dans le vestiaire des officiers femmes du poste de police et on lui porta des habits de chez elle et un dîner qu'elle put choisir. Elle demanda du riz, de la soupe miso et un maquereau grillé, puis une glace. On lui installa un lit de camp et un paravent et elle put se reposer un peu. Pendant ce temps, la directrice de l'école, qui était en déplacement à Miyazaki, était revenue et tenait une réunion publique pour expliquer la situation aux parents d'élèves, avant que le préfet de police ne tienne une conférence de presse pour expliquer qu'il s'agissait d'une affaire de meurtre impliquant une mineure et qu'il n'y aurait donc aucune communication sur les faits précis. À 21h, ce fut au tour du père de la victime de donner une conférence de presse. Vers 21h30, la policière de Fukuoka interrogea une dernière fois Natsumi sur la préparation de son acte, mais vers 22h, voyant qu'elle piquait du nez, elle la laissa dormir. À 22h30, la jeune officier en charge de sa surveillance constata qu'elle dormait à poing fermé. Le lendemain 2 juin, à partir de 8h, les auditions de la jeune meurtrière reprirent après qu'elle a pris une douche et mangé un petit déjeuner. Une experte pédopsychiatre mandatée par une juge pour enfants prit le relais et entama un entretien poussé avec Natsumi, qui avait l'air de reprendre pied et demander quand elle irait en prison pour être tranquille. Une avocate, maître Yamamoto Akinori, assista la jeune fille dans cet entretien. Présent lors des interrogatoires de la veille, Nakamura Masanori, le recteur d'académie de Sasebo, et Tateishi Akira, surintendant du conseil scolaire de la préfecture de Nagasaki, tinrent une conférence de presse pour résumer l'affaire. Le problème de harcèlement fut clairement expliqué, la rivalité entre les deux filles aussi, et l'on insista également, bien entendu, sur l'amour de la jeune meurtrière pour la littérature violente et les films d'horreur. Le recteur, très ému, expliqua comment il avait trouvé la jeune criminelle attachante, normale et résignée. Les parents, monsieur et madame Tsuji, furent entendus par la police de Fukuoka pour éviter que leur présence au commissariat de Sasebo n'éveille des soupçons sur l'identité de Natsumi, qui fut appelée fille A par la police et les médias. Sans attendre, et après les aveux complets de la meurtrière et la fin de la collecte des preuves matérielles, elle fut conduite dans un centre fermé pour mineurs de Nagasaki sur ordre du procureur accompagné de son avocate, maître Yamamoto, et 2 autres juristes, Sako Mitsuo et Kawazoe Shishi, 2 avocates spécialistes des affaires impliquant des mineurs. Le 3 juin, elle fut longuement auditionnée par ces 3 avocates et la pédopsychiatre qui préparait un rapport à remettre à la juge pour enfants de Nagasaki en charge du dossier afin de décider des suites judiciaires à donner à l'affaire. En fin de journée, vêtue d'une jupe bleu clair et d'un haut rouge vif, Natsumi fut autorisée à rejoindre sa chambre et elle y dîna d'un curry doux et se coucha à 21h après avoir réclamé des livres. Refusant ses demandes de livres policiers et de romans d'horreur, la bibliothécaire du centre lui apporta des contes pour enfants et le roman Anne, la maison au pignon vert de L.M. Montgomery, dont elle entreprit la lecture. Le lendemain matin, elle dévora son petit déjeuner, du riz, de la soupe et des petits poissons grillés et reprit la lecture du roman. La pédopsychiatre, voyant qu'elle en appréciait le contenu, lui offrit le livre. Lors de ces entretiens, elle se livra longuement et parla de ses rapports avec sa famille, de son amitié avec sa victime, puis de leurs différends et aussi de son rapport à la mort qu'elle semblait voir comme un jeu. À ses avocates et aux experts psy, elle parla de ses regrets de n'avoir pas pu parler et s'expliquer avec Satomi, regrettant son geste, mais à l'officier de police qui menait l'enquête judiciaire en parallèle, elle expliqua la façon dont elle avait planifié le meurtre des semaines à l'avance et la nécessité pour elle de le mettre à exécution, expliquant qu'elle avait aussi prévu de tuer d'autres filles de l'école qui lui posaient problème, comme dans Battle Royale, répéta-t-elle. Le 4 juin, à 16h, elle fut enfin autorisée à voir ses parents et elle resta muette, tête baissée et poings serrés. Sa mère, en larmes, ne put rien dire et son père, blême,
lui dit de prier chaque jour pour sa victime avant de lui dire adieu. Maître Sakomitsuo, interrogé par la presse le soir même, déclara que sa cliente, toujours anonyme, était une fillette de 11 ans mais qui en paraissait 8 tant elle vivait dans un monde imaginaire. Elle assura que ce qu'elle voulait maintenant, c'était juste vivre une vie normale et devenir écrivain et aussi revoir son ami Satomi pour s'excuser auprès d'elle de lui avoir fait tant de mal. Le 7 juin 2004, à 19h, c'est l'avocat du père de la victime qui donna une conférence de presse dans laquelle il indiqua réclamer un procès sans l'excuse de minorité avec une peine exemplaire pour la meurtrière, afin d'expier son crime horrible qui avait brisé une famille, sachant très bien que c'était impossible, mais voulant marquer les esprits et s'attirer la sympathie de l'opinion publique. Le 8 juin, après une nouvelle expertise psychiatrique de Natsumi, le tribunal pour enfants de Nagasaki annonça qu'il y aurait un procès à huis clos pour meurtre au premier degré. Dès le lendemain, le 9 juin donc, les avocates de la jeune mise en examen demandèrent une nouvelle expertise psychiatrique pour prouver l'abolition du jugement au moment des faits. Le 14 juin, à 15h, la première audience du tribunal pour enfants de Nagasaki commença et Natsumi arriva en jogging rouge vêtu aussi d'un coupe-vent violet. Personne n'eut le temps de plaider car maître Yamamoto produisit une lettre de l'expert psy qui demandait une ordonnance de 61 jours pour pouvoir procéder à une évaluation approfondie de la jeune fille. L'audience fut donc reportée au 14 août. Ce jour-là, les parents de la meurtrière lurent une lettre d'excuse aux parents de la victime en pleurs et promirent qu'ils feraient tout pour réparer cette horreur. Quelques jours après, le 20 juillet, une cérémonie d'adieu à Satomi fut organisée à l'école. Le 24 août, le tribunal pour enfants fit savoir que l'évaluation, plus compliquée que prévu, se poursuivrait jusqu'au 14 septembre. C'est le lendemain, le 15 à 10h30, qu'eut lieu l'audience finale. 命を見つめる集会に全校児童が揃うのは4年ぶりです。集会で黒田雄一校長は命の大切さについて時間をかけて説明したものの事件については触れませんでした。Le tribunal était composé de la juge Komatsudaira, de la présidente Oyama du tribunal pour enfants de Sasebo, des juges adjointes Ueda et Shindo, de 5 enquêteurs experts du tribunal, 2 travailleurs sociaux du centre pour mineurs de Nagasaki, les 3 avocates, les parents et enfin de Natsumi vêtus ce jour-là d'un jean et d'un chemisier blanc à carreaux bleus. Les experts psychiatriques, les docteurs Iwanami Akira et Kato Nobumasa, rendirent leurs conclusions. Ils avaient diagnostiqué à la jeune fille un syndrome Asperger et préconisaient un placement en établissement spécialisé plutôt qu'en centre de détention pour mineurs. Le juge suivit cette recommandation et décida du placement de Natsumi dans le centre spécialisé de Kinogawa Gakuin à Ojie, dans la préfecture de Tochigi, pour une durée de 2 ans. Le 16 septembre, à 9h50, elle fut autorisée à voir ses parents, puis après le déjeuner, elle prit le vol ANA 668 à l'aéroport de Nagasaki en direction de Haneda, à Tokyo. Elle atterrit à 18h et s'engouffra de suite dans une voiture banalisée du centre médico-éducatif en direction de Kinogawa, où elle arriva à 21h18 précisément. Elle passa les premières semaines sans contact avec les autres filles du centre, se concentrant sur ses devoirs et ses séances avec les médecins, mais très vite, devant son calme et son comportement exemplaire, elle fut mélangée aux autres et put suivre une scolarité normale au sein du centre fermé. Elle obtint son diplôme de fin d'études primaires en mars 2005 avec les meilleurs résultats de son académie, qui restait celle de Sasebo, bien qu'elle soit localisée à Tochigi. La directrice de son ancienne école pensa un instant lui remettre son diplôme en main propre pour récompenser ses efforts de réinsertion, mais elle y renonça en pensant à ce que la famille Mitarai pourrait penser. L'album de l'année de l'école d'Okubo comportait une page blanche à la fin où les élèves pouvaient mettre une photo de Satomi en sa mémoire, de Natsumi ou des deux.
Monsieur Mitarai, le père de Satomi, reçut son diplôme de fin d'études à titre posthume. Lui, le journaliste rédacteur en chef au bureau de Sasebo du Mainichi Shimbun, avait déménagé avec sa fille et son fils après la mort de son épouse pour repartir à zéro dans le petit quartier calme de Okubo où il avait scolarisé Satomi à l'école primaire pour y faire sa dernière année et son frère aîné au collège voisin. Cherchant à protéger la mémoire de sa fille et la vie de son fils, il sera souvent tiraillé entre ce sentiment paternel et son désir de journaliste à diffuser l'information au plus près de la vérité. Kawane Takeshi, un journaliste de la rédaction de Monsieur Mitarai, l'interviewa quelques mois après le procès pour recueillir ses sentiments et faire le point. Il déclarera entre autres « Si un jour la meurtrière de ma fille, à qui je souhaite de garder l'anonymat, veut venir me rencontrer directement pour s'excuser, je la rencontrerai sans peur et sans haine. Je ne sais pas quel aurait été mon sentiment au moment des faits et je pense que je n'étais pas encore prêt à faire mon travail de pardon et de compréhension. Mais là, je pense même que ça me ferait du bien et puis je crois en la justice. Alors, si après sa peine et son suivi, elle n'est pas en mesure de me rencontrer, c'est que notre pauvre pays a échoué en matière de réinsertion. » Cet homme admirable, abolitionniste et humaniste a même participé au groupe qui a porté plainte contre l'émission de télé-réalité de Fuji Telebi qui donna le vrai nom de Tsuji Natsumi et contre le groupe sur 2 Channel qui diffusait des informations personnelles sur la meurtrière et sa famille. Ce drame horrible a aussi permis de mettre à jour une nouvelle fois le décalage immense entre une société vieillissante, impuissante devant sa jeunesse, et les problèmes réels auxquels elle fait face. Outre le gigantesque loupé de l'équipe pédagogique et de la médecine scolaire, nous avons eu droit aux déclarations catastrophiques de quelques ministres kakoshim, dont M. Inoue Kiichi, qui déclara à propos du drame « Eh bien, quelle énergie cette petite fille, le sourire aux lèvres », ou le ministre des Finances d'alors, Tanigaka Teichi, qui éructa lui « C'est bizarre parce que l'égorgement, c'est plutôt un truc viril. » Suite à une campagne du Mainichi Shimbun, les deux hommes politiques durent publier une tribune d'excuses. Pour donner le change, le gouvernement ordonna qu'on annule les épisodes de séries animées qui montraient des scènes violentes impliquant des couteaux ou des objets tranchants, et la presse à scandale enfonça le clou dans le vide en incriminant une fois de plus les films d'horreur et la littérature violente comme déclic de passage à l'acte dans les meurtres juvéniles. L'exercice n'a pas poussé la plaisanterie jusqu'à accuser Pikachu de pousser les enfants au crime, et pourtant, Natsumi était une grande joueuse de Pokémon. Dans les semaines qui suivirent cette affaire, des jeunes copycats se firent connaître dans les écoles du pays, attaquant leurs camarades au cutter, au ciseau ou au couteau. Ces incidents poussèrent le ministre de l'Instruction à lancer un moratoire sur les violences scolaires, mais rien sur la pédopsychiatrie ni sur le harcèlement, comme d'habitude. Tsuji Natsumi se montra une élève et une fille exemplaires pendant les 2 années de sa résidence dans l'institution de Kinogawa, parlant peu et travaillant beaucoup. Malgré cela, en septembre 2006, les psychiatres considérèrent qu'elle représentait toujours un danger potentiel pour les autres et demandèrent au juge pour enfants de prolonger sa résidence de 2 ans pour poursuivre sa scolarité et son traitement en milieu fermé. Habillée de son uniforme jupe plissée bleu marine et chemisier blanc, la jeune fille accueillit la sentence sans émotion comme à son habitude et se replongea dans l'étude et la lecture. Elle fut libérée le 29 mai 2008 à l'âge de 15 ans, son diplôme de fin d'études secondaires en poche avec 2 ans d'avance et fut rendue à son père avec une nouvelle identité, conformément au programme de réinsertion des mineurs criminels. Le père, journaliste et très au fait des méthodes de ses collègues pour retrouver des condamnés, a organisé leur disparition du paysage public, indiquant juste à un ami qu'ils allaient partir à l'étranger pour repartir à zéro et se reconstruire. Depuis lors, ils n'ont donné aucun signe de vie.
Des photos d'une jeune femme ont circulé sur le forum 2channel prétendant qu'il s'agissait de Natsumi aujourd'hui, mais depuis, un journaliste du Mainichi Shimbun, qui fut proche de M. Mitarai et a gardé le contact avec lui, a démenti ces affirmations, et l'une des jeunes filles présentes sur les photos, car il s'agit de plusieurs personnes, a attaqué la plateforme pour utilisation de son image et propagation de fausses informations. Alors non, on ne sait pas où sont les Tsuji aujourd'hui et ni ce que devient Natsumi, mais après tout, est-ce si important ? Le 20 octobre 2020, le tribunal pour enfants de Kobe annonçait que les archives criminelles de l'affaire Sakakibara Seito avaient été détruites conformément à une nouvelle directive ministérielle, et dans la foulée, on apprenait qu'une centaine de dossiers de mineurs, dont celui de Natsumi, avaient eux aussi été détruits pour ne pas risquer de fuite ou d'utilisation détournée des pièces des dossiers et faciliter la réinsertion des condamnés. Cette affaire cependant connut des répercussions inattendues dans la société japonaise et la sphère internet, et devint un symbole de cette faune des forums et de la culture underground dérivée de la serial culture américaine. Le forum 2channel en fit une icône, la nommera très vite Nevada-chan en référence à la photo d'une petite fille de l'âge de Natsumi qui portait un sweatshirt de l'université du Nevada de Reno et que l'on pensa à tort être elle. Des fanarts de la jeune meurtrière se mirent à fleurir et ces textes supposés devinrent des paroles de son grindcore ou lofi. Des cosplayers de Nevada-chan, sweatshirt ensanglantés et cutter à la main devinrent populaires dans les rassemblements et la culture internet la renomma la tueuse la plus mignonne du net. Comme elle appréciait les animations flash sur le thème de la légende urbaine de Red Room, ce pop-up qui annonçait votre mort, elle en devint la nouvelle héroïne et ce vieux thème des internets ancestraux revint à la charge. La légende de la petite fille un peu gothique et un peu psychopathe qui passe à l'acte par idéal romantique noir et par attrait pour le mal commença à s'imposer un peu partout et bientôt, comme Dayton Peabody dans L'homme qui tua Liberty Valance, on se mit à imprimer la légende. Malheureusement, cette figure d'une Nevada-chan fantasmée devint celle qui fut comptée dans les vidéos YouTube et les posts true crime divers sur les réseaux sociaux, s'appuyant sur la documentation en ligne directement inspirée des légendes séduisantes et au détriment des faits. Comme beaucoup, j'adore les fictions et ne goûte que peu les films qui se targuent d'être basés sur des faits réels. Je leur préfère d'ordinaire une légende bien tournée, mais il en va du crime, des chroniques et de l'histoire comme de la science. Les faits et les preuves sont la base de toute chose. Souvent, la réalité derrière la légende déçoit celui qui la découvre, mais dans le cas de celle dite de Nevada-chan, je la trouve plutôt rassurante, si je puis dire. Quant à la communauté qui s'est formée autour de cette légende et qui relève plus d'une forme d'hybristophilie, c'est une autre histoire et on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette histoire vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de commenter pour le référencement, de partager mes contenus autour de vous s'ils vous intéressent. Et une fois de plus, merci à ceux qui le font, merci aux membres de l'unité Satsujin, grâce à qui je peux tirer un petit revenu, très petit. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez aider la chaîne en laissant un petit tip, vous avez les liens en description, un super 5, c'est le petit cœur sous la vidéo, et en commentant, c'est déjà un référencement suffisant pour aider la chaîne à se développer depuis des années. Oui, c'est grâce à vous que je suis encore là. Merci aux membres de l'unité Satsujin, fidèles parmi les fidèles, et à ceux qui me rejoignent chaque lundi et chaque jeudi sur Twitch. Voilà, je vous laisse, d'autres affaires n'attendent que moi, je vais imprimer la légende pour votre plus grand plaisir et essayer de déterrer la vérité. Matane.